bonjour Christophe. Bonjour. Donc est-ce que vous pourriez tout simplement vous présenter pour commencer? Je m'appelle Christophe Herral et je suis compositeur de musique. Dans le jeu vidéo donc. Dans le jeu vidéo, mais j'ai envie de dire plutôt compositeur de musique pour l'image. D'accord. Et toutes les images, c'est-à-dire du jeu vidéo, du film, du théâtre, de la danse, même de la scène finalement, il y a une image quand même. Donc compositeur de musique, point, et virgule. D'accord. Et le travail donc vu que vous travaillez donc sur différents supports, le travail de créateur de musique pour des jeux vidéo, est-ce que c'est très différent que par exemple pour un spectacle ou est-ce qu'en fin de compte ça reste un peu la même chose mais c'est le support final qui change? C'est comme quand vous partez en Asie et que vous dites je voudrais des frites s'il vous plaît. Et puis le serveur vous amène du riz jaune avec du safran et il dit Sam but different. Et en fait finalement la musique de jeux vidéo c'est d'abord et avant tout de la musique. Après, bien évidemment, il y a une notion qui n'existe pas dans d'autres supports narratifs, c'est l'interactivité. Mais d'abord, c'est pour ça que j'aime bien dire que je suis d'abord compositeur, puis après, de ce que vous voulez, jeux vidéo, c'est comme s'il y avait des cases cochées, vous voyez la mention inutile. Donc c'est un exercice de la pensée, mais c'est quelque chose qui s'apprivoise le jeu vidéo. C'est une forme d'écriture, donc à partir de là, je pense qu'il faut simplement avoir un esprit malléable, c'est tout. Une fois qu'on a un esprit malléable, on peut écrire pour du théâtre, de la danse, du cinéma, du jeu vidéo. L'essentiel c'est d'écrire d'abord et avant tout de la musique. D'accord. Et comment se déroule le processus, on va dire, de la commande jusqu'à la livraison pour le jeu vidéo? Je reste uniquement dans le jeu vidéo, mais comment se déroule le process créatif et la livraison du produit? Livraison, c'est pas le plus important, mais surtout le travail. Alors, le travail de la musique dans le jeu vidéo, c'est avant tout une rencontre entre un creative director, un réalisateur et un compositeur. Donc, on part du principe que d'abord, il doit y avoir ce couple qui est établi. Et quand je dis couple, c'est plus une partouze en fait. Oui, mais ça, il ne faut pas me demander. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a aussi le level design, il y a le concept artiste qui est hyper important pour le musicien. Je trouve ça absolument génial. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de concept artiste, on parle de travail très en amont de la production. C'est bête de prendre un compositeur au dernier moment, c'est complètement stupide. C'est vachement plus intéressant d'aller lui demander un avis dès les premiers instants. Alors, on va dire que si le jeu se bâtit d'abord sur les abilities, c'est-à-dire qu'est-ce que le jeu va pouvoir faire. Donc on parle moteur, on parle procédural, on parle de choses comme ça. Une fois que ça c'est fait, après on parle du jeu lui-même, et c'est là que peut intervenir le compositeur. C'est-à-dire quand même en amont, et parallèlement au level design, au game design en général. D'accord, mais les jeux vidéo, c'est vrai qu'il y a 20 ans, les équipes de jeux vidéo étaient assez petites, réduites. Maintenant, c'est des centaines de personnes qui travaillent. Est-ce que c'est pas plus difficile, vous parliez d'une espèce de couple, d'osmose, d'entente, est-ce que c'est pas plus difficile à l'heure actuelle avec toutes ces équipes, parfois des travails à l'étranger? Comment est-ce que... Alors, c'est pas forcément toujours vrai. Les jeux vidéo aujourd'hui, les indépendants, ce sont des petites équipes. Mais pour les grosses productions. Pour les grosses productions, quand il y a, je sais pas, par exemple, un travail qui est délégué dans un autre pays, bien souvent, c'est pas un travail majeur. Ça peut être du niveau, ça peut être du décor, du background, ça peut être des choses de l'animation parfois, mais les choses fondamentales, elles restent encore dans l'écriture, elles restent à peu près cernées. Donc, quand on dit, il y a 300 personnes, il n'y a pas 300 décideurs dans un jeu vidéo. Il y a bien souvent une personne qui décide. Et puis après, il y a une core team, il y a une équipe réduite qui fabrique le contenu. Et c'est de ça dont je parle. Hein. C'est pas du nombre de personnes sur
le jeu vidéo, mais c'est le nombre de personnes qui décident de ce que va être le jeu vidéo. D'accord. Et par exemple, vous avez fait les musiques donc de Rayman. Comment ça s'est passé en fait Est-ce que ça prend beaucoup de temps entre la décision donc de parler et de faire réaliser les musiques? Est-ce que ça se fait dans la continuité avec des propositions, des retours? Est-ce que vous le faites par exemple? Je sais que dans le cinéma, pour certains films, il y a carrément un orchestre qui joue en voyant la scène du film, ce qui est peut-être plus difficile sur un jeu vidéo vu que le joueur a une influence, contrairement à un film qui est linéaire. Comment ça s'est passé votre expérience pour Rayman? Sur Rayman Legends, le travail était double en fait. Soit il y avait tout d'abord la musique qui devait être fabriquée pour fabriquer le level design dessus, c'est-à-dire finalement la jouabilité du projet. Soit il y avait de la plateforme normale avec des tableaux et quand vous arrivez à passer le tableau, soit vous gardez la même musique et soit vous changez de musique. Donc ça veut dire qu'il y avait deux musiques dans Rayman Legends. C'est vraiment une qui va générer le gameplay et l'autre qui est issue du gameplay, ce qui est pas toujours la même chose. Voilà. Donc les maps musiques sont véritablement des objets précis et uniques dans les Rayman Legends. Elles sont uniques parce qu'elles ne vont pas dans d'autres endroits, elles sont fabriquées pour un gameplay. Et puis après, sinon les autres, c'est des maps beaucoup plus conventionnelles, basées sur une thématique. Et là, la thématique, elle est déclinée. Il peut y avoir un thème qu'on va mettre à la sauce James Bond ou alors, je sais pas, wagnérienne, voilà, puisque c'est le cas. Et comment une musique comme ça, donc qui dépend plus ou moins du gameplay ou autre, une musique donc qui est dynamique d'un certain côté, comment techniquement on l'a fait? Parce que ça doit être c'est une musique et c'est des bouts de musique et c'est selon comment c'est joué, la musique se déclenche, quoi, comment on fait pour... Alors pour fabriquer de l'interactivité avec de la musique orchestrale, je dois avouer que c'est pas toujours hyper facile parce que on est obligé d'enregistrer strate par strate l'orchestre symphonique. Si on veut que, par exemple, suivant un moment du jeu, le joueur arrive à, je sais pas, déclencher une porte, par exemple, il ouvre une porte, et qu'à ce moment-là, on décide de changer la musique, ou alors, par exemple, de rajouter une couche de cuivre, ça voudra dire qu'il aura fallu enregistrer les cuivres séparément des cordes, par exemple, et des percussions. Donc ça veut dire que c'est un travail un peu plus, peut-être... un peu plus laborieux, mais par contre après on a des strates, on a des layers, on a des couches comme ça qu'on peut ouvrir au fur et à mesure de l'interactivité. Donc ça c'est quand même après vachement intéressant de jouer avec ces masses de musique. Mais c'est plus difficile à faire. D'accord. Et par rapport à cette difficulté, alors peut-être, je sais qu'il n'y a pas, c'est un peu comme la question combien de temps prend le fût du canon pour refroidir, mais faire une musique de jeu vidéo, c'est plus long, moins long que faire par exemple un concerto ou autre. Est-ce que ça prend plus ou moins de temps? Et deuxième question, est-ce que c'est une fourchette, ça prend combien de temps en fin de compte de faire une musique? Par exemple pour Rayman Legends, combien de temps ça vous a pris? C'est compliqué de répondre à une question sur le temps d'écriture parce qu'il peut y avoir des choses qui coulent sous la plume, j'allais dire, où l'encre coule facilement. Puis il y a des morceaux où il faut faire beaucoup d'itérations. On peut faire un très beau morceau musical, puis c'est une grosse merde sur le jeu. Donc il faut obligatoirement la prendre, la malaxer, la triturer. Alors ça fait sous forme de maquette d'abord, et après on passe à l'enregistrement pour voir si une fois que la maquette est triturée et puis bien en adéquation avec le gameplay, à ce moment-là on enregistre. Mais après, est-ce qu'elle prend autant de temps qu'un concerto? Franchement, ou plus de temps ou moins de temps, je peux pas répondre à ça, parce qu'écrire un concerto c'est vraiment une grosse merde. C'est-à-dire qu'il y a une forme à respecter, il y a l'obligation de laisser des traces peut-être entre guillemets audible dans les années à venir. Entre guillemets, c'est de la musique sérieuse ou dite sérieuse. Peut-être que la musique de jeu vidéo prend plus de temps, bien évidemment, à cause de ses allers-retours, que la musique d'un film, ça c'est sûr. Mais elle prend beaucoup de temps parce que c'est
ces allers-retours sont indispensables en fait, on essaye de gérer un objet qui va rester dans le temps. Quand j'ai bossé sur Beyond Good and Evil, finalement, les gens pouvaient se réfugier avec la musique toute seule, comme un film finalement, parce qu'ils pouvaient revenir dans le jeu en écoutant la musique. Et ça veut dire que c'est aussi important que finalement un concerto. Voilà. Et le métier de créateur de musique de jeux vidéo, est-ce que c'est un métier reconnu? Est-ce que c'est reconnu de créer de la musique de jeux vidéo en France? Est-ce qu'on passe par les mêmes systèmes, donc par la SACEM pour faire reconnaître ces morceaux? Ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué à l'heure actuelle? Alors, quand on dit qu'on travaille dans le jeu vidéo, tout le monde rigole. Donc c'est comme une sorte de boulet qu'on traîne terriblement. Alors, Serge Asquette, numéro 2 de Ubisoft, qui est à l'édito, un jour je lui pose la question, je dis franchement, voilà, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dit vous travaillez dans quoi? De la composition, très bien. Et vous écrivez pourquoi en ce moment? Pour un jeu vidéo. Du style, il n'y a aucune chance quoi. Et il me dit non, mais il faut dire entertainment. Et là c'est d'un coup vachement plus sérieux. Donc aujourd'hui, là on est en 2015, à la fin de l'année 2015, c'est toujours assez difficile de donner aux jeux vidéo, à la musique de jeux vidéo, ses lettres de noblesse. Elle les a toujours pas, et je ne sais pas quand est-ce qu'elle va les avoir. Alors après, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a une ouverture avec les sociétés de gestion de droit, comme la SACEM? Oui, il y a des ouvertures, et c'est que le début de l'ouverture, la porte est un peu difficile, elle grince un peu comme celle qu'il y a derrière nous. Il faudrait y mettre un peu d'huile pour fluidifier un peu les allées et les venues des compositeurs dans le monde du jeu vidéo. Il y a beaucoup de réticence encore, beaucoup de réticence. De la part des éditeurs de jeux vidéo, premier. D'accord. Il y en a beaucoup en France de compositeurs de musique de jeux vidéo, ou en tout cas qui collaborent, ou est-ce qu'il y a beaucoup d'appels à l'étranger pour les productions françaises? Les productions un peu importantes se barrent à l'étranger pour fabriquer la musique, pour ces questions de droit d'auteur. Il y a beaucoup d'indépendants qui commencent à dire mais qu'est-ce qu'on se fait chier la vie à aller travailler avec des gens de l'autre côté de l'océan. Moi je connais un copain, il peut me faire la musique, donc on va essayer de trouver une solution. Et en fait on voit que les solutions elles existent et puis elles sont accessibles en fait. C'est fini l'idée que par exemple la SACEM c'est des bolcheviques qui vont te prendre tout ton argent et ta verroterie et tes terres et tout ça. C'est des conneries. Il y a la loi du code de la propriété intellectuelle, il suffit d'appliquer la loi. Si on ne veut pas l'appliquer, on change la loi, on vote pour d'autres personnes et puis tant qu'il y a la loi comme ça, elle protège les auteurs. En France c'est comme ça. Finalement c'est la Révolution française qui a décidé ça. Est-ce qu'on est contre la Révolution française? J'en sais rien. Ceci dit, après la loi, elle date effectivement de trop longtemps. Il faut dépoussiérer tout ça, il faut lustrer, il faut foutre un coup de polish, parce qu'on roule plus en calèche, quoi. C'est fini. On est allé sur la Lune en 69, quoi. Donc merde, j'ai envie de dire. D'accord. Et bon, j'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a un dernier mot à dire? Vous avez un dernier mot? Non, je dirais rien sur Beyond Good and Evil numéro 2. D'accord. Merci.